Là, oui. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre petite formation pharmacocinétique du deuxième semestre qui va, je rentre dedans. Il va pas reprendre totalement l'entièreté du cours, mais c'est surtout pour appuyer sur les bases et surtout sur les formules qui sont quand même à connaître, surtout dans l'application des QCM que vous aurez lors de l'examen. On va juste dégager ça là. Voilà. Ah merde, ah, c'est bon. Donc, les objectifs de la séance, ça va être de s'entraîner un maximum sur le type de QCM que vous aurez à l'examen, de revoir les points essentiels du cours. Bon, comparé à la formation du S1, j'ai quand même repris beaucoup plus de cours parce que j'avais l'impression quand même que tout était important et que je ne pouvais pas vous mettre des formules comme ça random sans vous donner d'explication. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez durant cette formation. On est quand même là pour y répondre. Et bien sûr, on va concocter un petit sujet type en fin de séance pour pouvoir vous entraîner au mieux. Donc, on n'a pas tiré des annales, c'est Axel qui l'a fait parce qu'on s'est dit que pour vos semaines de révision, c'était mieux d'avoir les annales que de les avoir directes lors de cette formation. Donc, pourquoi analyse-t-on les paramètres, les données pharmacocinétiques? On veut déterminer par exemple les paramètres pharmacocinétiques graphiques. Donc, quand vous avez des courbes, on a notamment la concentration maximale, on a l'air sous la courbe. En tenant compte de la dose, ça nous permet aussi de calculer des paramètres pharmacocinétiques. Donc, ça va regrouper toutes les formules que vous avez dans votre cours, notamment la capacité d'élimination qui est la clairance, qui est propre à chaque individu, la distribution du médicament dans l'organisme et l'absorption du médicament s'il emprunte une voie extracellulaire, qui est la biodisponibilité. Alors, le premier cas, c'est l'injection IV bolus. Donc, IV bolus, ça veut dire qu'on injecte notre médicament, on va dire tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment pousser le piston avec une vitesse très lente, on va vraiment direct l'injecter au patient. Et donc, on a ce petit graphique qui représente l'injection IV bolus avec une concentration C0 qui est égale à Cmax. Puis, comme je vous l'ai dit, vu qu'on injecte le médicament d'un seul coup, on a directement la concentration maximale. Et ensuite, on a une décroissance des concentrations plasmatiques qui suit une exponentielle négative. Et ça décrit l'évolution des concentrations de médicaments dans l'organisme. Donc, pour la grande majorité des médicaments, cette vitesse d'élimination, elle suit une cinétique d'ordre 1. Donc, vu que vous avez appris la cinétique, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que les formules, on va dire, la formule par exemple du K ou du T1,5, vous avez déjà, c'est quand même sympa. Donc là, on a la vitesse d'élimination du médicament qui est égale à la dérivée de la quantité de médicaments à l'instant T et donc divisée par la dérivée du temps. Alors, cette formule, personnellement, je pense qu'on n'utilisera jamais. Je pense que c'est juste un truc pour. C'est plus du cours, mais franchement, dans les QCM, on vous la demande jamais. Donc, le premier paramètre pharmacocinétique, c'est la détermination graphique de la demi-vie, d'élimination plasmatique. Donc, demi-vie, vous savez ce que c'est le temps nécessaire pour que la moitié du médicament soit éliminée. Donc, une concentration diminue d'un facteur 2 et aussi utilisée pour calculer K. Donc, ça, c'est la même formule que vous avez eue lors de vos cours de cinétique. Ouais, lors de vos cours de cinétique. Et grâce à cette formule, on peut calculer notre constante de vitesse K. Donc, on a aussi le temps d'élimination du médicament. Donc, c'est le temps au bout duquel on a 90% du médicament qui va être éliminé. Et ce temps est égal à 3,3 fois T1,5. C'est une formule à retenir, mais par cœur, par cœur. Bon, là, je vous ai fait un petit aparté, mais je pense que ce ne sera jamais utilisé dans les QCM. Je l'ai vu qu'une seule fois et c'était dans une annale de 2015. C'est qu'en pharmacovigilance, on utilise une autre formule qui, elle, considère le temps au bout duquel le médicament est éliminé à 99% et pas à 90%. Et ça va être 7 fois la demi-vie. Mais encore une fois, c'est plutôt anecdotique. Le deuxième paramètre pharmacocinétique, c'est donc le volume de distribution plasmatique. Bon, je ne vais pas vous relire non plus le truc, c'est vraiment ce qui est marqué dans le fond. Mais ça va être vraiment la quantité de médicaments qui va être présent dans l'organisme. Comment dire? C'est pas. Non, c'est bon. Oui, voilà, c'est le volume qu'occupe le médicament s'il était partout à la même concentration que la concentration plasmatique. En fait, c'est un volume virtuel. Pourquoi? Parce que en soi, on ne serait pas vraiment capable d'aller dans les cellules pour regarder combien de médicaments on aurait dans l'organisme. Donc pour ça, on va utiliser la concentration plasmatique de notre médicament pour, on va dire, faire une estimation de la concentration de notre médicament qu'on a dans les cellules. Et c'est égal à la quantité de médicaments sur sa concentration.
et aussi de la dose injectée sur C0. C'est plutôt cette formule qu'il faut retenir que celle-là, parce qu'encore une fois, on n'utilise pas trop. Et le troisième paramètre pharmacocinétique, c'est la clairance d'élimination plasmatique, qui est la capacité d'élimination d'un individu pour un médicament donné. Encore une fois, c'est propre à l'individu et au médicament. Et l'unité de la clairance, c'est un débit, c'est-à-dire que c'est une unité de volume sur une unité de temps, donc des litres par heure. Et donc, c'est un facteur de proportionnalité entre la vitesse d'élimination d'un médicament et sa concentration plasmatique qui diminue. C'est un peu de la logique, mais c'est comme ça qu'on représente l'élimination de notre médicament. Donc, encore une fois, ça, c'est plutôt anecdotique, on n'utilise pas. La formule à retenir, c'est celle-là, c'est la clairance qui est égale à la dose sur ASC, qui est l'air sous la courbe des concentrations du temps 0 au temps infini. Et pour déterminer cet air sous la courbe, on a cette formule-là, encore une fois, à apprendre, qui est la concentration initiale sur K. Donc, j'ai vraiment essayé de vous mettre que les formules essentielles dans le diaporama, même si celle-là, qui est plutôt anecdotique, je vous l'ai quand même mis parce que faut pas l'apprendre, mais il faut quand même savoir qu'elle existe. Ok. Donc, la relation entre les trois paramètres pharmacocinétiques, elle est recoupée. Ça coupe un peu, mais c'est pas grave. Ils sont recoupés donc, dans cette formule. Donc là, c'est un K qui est égal à la clairance sur le volume de distribution. Et cette formule-là, qu'on utilise énormément, non pas que pour trouver la demi-vie, mais aussi le VD. Donc T2 1,5 qui est égal à ln de 2 fois donc, notre volume de distribution, divisé par notre clairance. Et je vous ai mis ça pour les calculs au cas où les mathématiques, ce serait un peu lointain. C'est que divisé par la clairance sur le VD, c'est multiplié par VD sur CL. C'est pour ça, puisqu'on sait que T2 1,5, c'est ln de 2 sur K. Et je ne vais pas m'approfondir dans les mathématiques, mais voilà. Et on a notre clairance qui est égale à notre volume de distribution plasmatique fois ln de 2 divisé par T de 1,5. En fait, on a modifié la formule. Donc, la demi-vie, elle est d'autant plus longue que la clairance est faible. C'est normal, puisque si on a une capacité d'élimination qui est faible, notre médicament va rester quand même beaucoup plus longtemps dans l'organisme, et c'est pour ça que la demi-vie est plus longue. Et la demi-vie est d'autant plus longue que le volume de distribution est grand. Encore une fois, c'est logique, puisque si on a un grand volume de médicaments qui doit être distribué dans l'organisme, on va forcément avoir beaucoup plus de médicaments, et donc le temps pour lequel il va être éliminé va être plus long. Par contre, attention, là j'ai mis en rouge, je l'ai surligné, la clairance ne dépend pas de la demi-vie, mais par contre, la demi-vie va dépendre de la clairance. Alors, les relations de... Ah, c'est dommage, j'ai pas mis le tableau. Bon, vous avez un tableau dans la formation de l'année dernière qui vous résume à peu près les dépendances entre chaque paramètre. Je l'ai mis aussi sur le forum parce que quelqu'un m'avait posé une question dessus. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Parce que c'est vrai que même moi, j'arriverai pas trop à vous dire quoi dépend de quoi parce que c'est un peu lointain aussi. Mais ça, c'est à retenir vraiment à fond, c'est que la clairance ne dépendra pas de la demi-vie. Donc, ensuite, on va passer... Je vais faire c'est comme tu veux. Du coup, pour l'élimination des médicaments, en gros, ça, vous l'avez vu au S1, normalement, il y a le métabolisme hépatique et l'élimination rénale. Et en gros, voilà, on considère que c'est ces deux mécanismes qui font l'élimination. Et du coup, concernant la clairance, donc, qui représente la capacité de votre organisme à éliminer le médicament, on va dire que c'est la clairance rénale plus la clairance non rénale. Et la clairance non rénale, en gros, c'est la clairance du métabolisme hépatique. Voilà, on peut l'approximer. Donc, par rapport à la clairance rénale, bon, vous avez cette formule, mais ça, encore une fois, vous n'avez pas vraiment utilisé dans les QCM pour faire des calculs. Ce qui est très important, c'est de retenir ça. Ça, c'est très important. En gros, ça vous dit que la clairance rénale, c'est égal à la fraction de médicaments éliminés par le rein, ou éliminés sous forme inchangée dans les urines, pour être exact, fois la clairance totale. Et comment on calcule cette fraction? On prend la quantité de médicaments qui a été éliminé dans les urines au temps infini. Alors, infini, c'est pour que, en gros, on soit sûr que tout le médicament ait été éliminé par le corps, divisé par la dose initiale qu'on avait. Donc, si par exemple, on met 100 on injecte 100 mg de médicaments et on retrouve à un temps infini 50 mg de médicaments sous forme inchangée dans les urines, ça voudrait dire que la fraction, elle est de 1 sur 2. Voilà. Et autre formule très importante sur laquelle vous pouvez avoir des QCM dessus, c'est de retenir que la clairance rénale, voilà, c'est la clairance de filtration glomérulaire plus la clairance de sécrétion tubulaire
moins la clairance de réabsorption tubulaire, et surtout de retenir que l'infiltration et la sécrétion, ça participe à l'élimination du médicament vers les urines, alors que la réabsorption, c'est l'inverse. C'est en gros, le médicament va repasser du truc qui va devenir plus tard les urines dans le sang. C'est pour ça qu'il y a le cinéma. Et ça, c'est important. On verra après dans les QCM comment on l'utilise, mais il faut avoir des formules. Et aussi, que la clairance de filtration glomérulaire, c'est la fraction plasmatique. Donc ça, vous l'avez vu au S1. C'est la fraction qui n'est pas liée aux protéines plasmatiques, le médicament, fois le débit de filtration glomérulaire. Et ça, à retenir que chez un patient sain, c'est 120 ml par minute. Donc si dans un QCM, vous voyez patient sain, vous pouvez déjà savoir que le DLG, c'est 120. Et la clairance métabolique hépatique, un petit mot aussi, même si vous n'aurez pas vraiment de calcul dessus, voilà, donc elle dépend de tous ces paramètres. Et alors vous avez ici donc ça normalement vous avez tout vu au S1. Vous avez le débit hépatique de 1,5 litres par minute, ça je pense pas que le prof vous embête avec ça, mais si vous pouvez le retenir, c'est tant mieux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme on avait dit que la clairance non rénale, c'était à peu près la clairance métabolique hépatique, forcément, on peut dire que la clairance métabolique hépatique, c'est la clairance totale, moins la clairance rénale. C'est clair En place à l'administration orale unique, c'est par voie orale. Du coup, là, ça change un peu de l'IV bolus parce qu'il y a le temps d'absorption, enfin de résorption. C'est le temps nécessaire pour que le médicament passe de l'estomac, enfin de l'intestin à la circulation générale. Du coup, Tmax, enfin Cmax, c'est le pic. Tmax, c'est le temps pour atteindre le pic. Et là, ce qui est important à retenir, c'est que avant le Cmax, l'absorption est plus importante que l'élimination. Et après, c'est l'inverse, c'est l'élimination qui est plus importante. Et au moment du pic, ben, c'est voilà. Donc, le coefficient de disponibilité, vous l'avez vu au S1 un peu, mais là, vous avez la formule exacte. En gros, avec cette formule, on fait un peu une comparaison entre la concentration plasmatique par voie IV, qui est donc tout ce qu'on administre, 100%, et par voie orale, il n'y a pas le médicament qui arrive en circulation forcément. La formule, elle est à connaître. Ouais, elle est à connaître. Du coup, pour calculer l'air sous la courbe par voie orale, c'est un peu comme par voie IV, mais il faut multiplier la dose par la biodisponibilité. Donc, l'influence de l'alimentation par voie orale. Dans la plupart des cas, ça va être la même, air sous la courbe. C'est juste que l'absorption du médicament va être ralentie. Donc, elle va être un peu aplatie, la courbe. Le Cmax va diminuer, le Tmax va augmenter. Mais au final, l'air sous la courbe va être la même. Qu'est-ce qu'il y a ouais, et le lag time, c'est le temps pour que l'absorption commence. Donc, avec le repas, ça va être un peu décalé. Et agence, ça va être plus rapide. C'est bon? Dans certains cas, l'air sous la courbe peut être diminué. Le repas, c'est voilà, c'est certains cas particuliers. Et dans d'autres cas, ça peut être augmenté. C'est le cas des médicaments très lipophiles. Voilà, Cmax va être augmenté, Tmax aussi, et l'air sous la courbe aussi. Ou à l'inverse, pour les médicaments qui avaient leur air sur la courbe qui diminuait, moi j'avais fait un QCM donc assez souvent, c'est par exemple les médicaments qui ont dégradé à pH acide. Parce que si en même temps vous prenez un repas, ils vont rester plus longtemps dans l'estomac, les formes à pH acide vont dégrader en fait que l'air sur la courbe diminue.
Juste une petite précision sur, sur celui-là, c'est que quand on a une aire sous la courbe pendant le repas qui est supérieure à l'aire sous la courbe quand on est à jeun, on dit que c'est pour les médicaments très lipophiles parce que, vous l'avez appris au dessin, c'était quand les médicaments étaient tellement lipophiles qu'ils avaient du mal à être absorbés. Et c'est pour ça que quand on le prend avec un repas, on va avoir les sels biliaires qui vont pouvoir solubiliser ces médicaments et ils seront mieux absorbés et l'aire sous la courbe va donc augmenter. Ensuite, on va passer à l'administration IV continue. Donc là, c'est l'inverse du bolus. On va avoir une vitesse de perfusion. Donc c'est la vitesse à laquelle on administre notre médicament. Et dans ce cas-là, on a P0 qui est égal à C0 et une vitesse d'élimination qui est égale à 0, encore une fois, puisqu'on administre petit à petit notre médicament. La concentration plasmatique va augmenter jusqu'à une concentration dite stable, qui est CSS. Lorsque la vitesse d'élimination est égale à la vitesse d'administration, c'est là qu'on va avoir notre CSS. Bon, il y a une courbe après, mais c'est les courbes qui stagnent à un moment donné. Et CSS, elle est égale à la vitesse de perfusion sur la clairance. Et au bout de T de 1,5, on a la concentration qui est égale à CSS sur 2. Bien sûr, CSS est indépendant du volume de distribution. Et je crois qu'on avait une question lundi sur le fait qu'il était dépendant du T de 1,5. C'est faux. CSS est indépendant du temps de demi-réaction, enfin de demi-vie. Donc là, on a l'allure de la courbe avec notre concentration à T0 qui est égale à 0. Et petit à petit, on va avoir une montée de concentration jusqu'à arriver à une concentration stable ici. Et graphiquement, on peut directement trouver le temps de demi-vie en divisant CSS par 2. Donc, et après, on le reporte donc, en abscisse et on trouve notre temps de demi-vie. Encore une fois, le temps au bout duquel on a 90% du médicament qui va être éliminé, c'est 3,3 fois T de 1,5, ça ne change pas. Donc le temps pour parvenir à l'état d'équilibre, c'est CSS, donc c'est T, 90% de CSS, c'est ce que je vous ai dit, le temps auquel on atteint 90% de CSS, c'est 3,3 fois T de 1,5. T de 1,5 dépend du volume de distribution et de la clairance, mais la clairance ne dépend pas de la demi-vie. Ensuite, on a une dose de charge qui peut être administrée donc, en IV bolus. Alors, les doses de charge, elles sont souvent utilisées, par exemple, quand on a un cas urgent, on va dire, qu'on veut vite administrer un médicament pour qu'il monte directement dans le CSS, mais qu'on veut quand même que ce soit une administration IV continue. On administre cette dose de charge qui permet d'atteindre directement la concentration stable. Et la dose de charge qui est égale à CSS fois VD. Bon, personnellement, je ne l'ai pas trop vu dans le DQCM, mais c'est une formule tout de même à retenir. Ensuite, administration répétée de dose IV bolus. Donc là, on a un graphique qui représente donc, ce type d'administration. On a la concentration moyenne d'équilibre qui va s'écrire C moyen SS, qui va être égal à... Alors, par contre, attention, c'est pas un T, c'est un taux, mais j'ai pas trouvé le symbole. Voilà. Donc, c'est dose sur taux, donc taux qui représente l'intervalle d'administration divisé par la clairance. Ou on peut faire tout simplement dose divisé par la clairance fois taux. Donc, voilà, du coup, j'ai pas d'exemple, mais... Et on a donc les fluctuations qui vont de Cmin à Cmax. Il faut faire attention parce que, je ne sais pas si je l'ai dit après, bon, je vous en parlerai peut-être après parce que j'ai sans doute après. Et donc, D sur taux, ça représente RO en perfusion continue. Donc, en fait, c'est un peu la même chose que la vitesse de perfusion en administration continue, sauf que c'est pas la même formule, mais ça représenterait à peu près ça. Et donc, notre C moyen qui est l'exposition du patient aux médicaments. Oui, petit aparté, pour les administrations, par exemple, par rapport oral, ce qui représente le mieux l'exposition au patient, c'est l'air sous la courbe. Tandis que pour les administrations répétées, on dit que c'est donc notre concentration moyenne à l'équilibre. Donc, temps pour atteindre l'équilibre, c'est, comme d'habitude, 3,3 fois la demi-vie. Et le nombre d'injections nécessaires pour atteindre cet état d'équilibre, c'est N supérieur à 3,3 fois T de 1,5, divisé par, encore une fois, c'est un taux, désolé, divisé par taux. Ça, c'est quand même vachement présent dans les QCM, du style il faut tel nombre d'injections pour atteindre l'état d'équilibre. C'est présenté comme ça, en fait. Voilà, les fluctuations entre deux injections, donc Cmax et Cmin, c'est ce qu'il y a là. Elle est toujours la même pour chaque injection, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez vous n'avez pas vraiment un truc qui est totalement stable, c'est normal, c'est qu'en fait, quand on administre un médicament, il va commencer à diminuer au niveau concentration, et quand on arrive ici, on va réinjecter la même dose, enfin attention à ça, c'est vraiment la même dose qu'on injecte, pour atteindre encore une fois un Cmax,
Mais en fait, là, vous voyez, on ne va pas attendre d'être au même point qu'ici pour réinjecter, et c'est pour ça qu'on n'a pas exactement la même allure. Il faut faire attention, c'est max et c'est min, c'est vraiment la même pour chaque injection. C'est supérieur à 1 et c'est égal à exponentielle de k fois t, mais ça, on s'en fiche. Enfin, il n'y a jamais d'exponentielle à l'examen, parce qu'on ne va pas calculer les exponentielles de tête. Ensuite, administration répétée de doses par voie orale. Donc, attention, on n'a pas vraiment la même allure au niveau de la courbe. On a encore une fois une concentration moyenne à l'équilibre qui est égale à cette fois-ci à donc, le coefficient de biodisponibilité fois D sur taux. Donc, c'est pareil que IV, sauf que là, on va encore une fois rajouter la biodisponibilité puisqu'on est dans une voie extravasculaire. Ouais, extravasculaire. Et on a bien sûr la présence d'un lactame ici, puisqu'on est par voie orale. C'est bon jusque-là? Est-ce que je parle vite? Ok. Parce que je sais que je parle vite. Ah, c'est quoi? Pourquoi? Ah, c'est bon. Donc, premier QCM, à propos de la pharmacocinétique, les paramètres graphiques tels que le Cmax, l'air sous la courbe, varient de façon non proportionnelle à la dose administrée. Vrai ou faux? Oui, c'est faux. Ouais, du coup, ça va être cool. Bon, là, il y a tout d'un coup, mais normalement, c'est item par item. Ça varie de façon proportionnelle. La concentration moyenne à l'équilibre est dépendante de la dose administrée. La concentration moyenne à l'équilibre. Oui, oui, c'est vrai. Si donc notre fraction éliminée sous forme inchangée dans les urines FE est faible, le coefficient d'extraction hépatique sera forcément grand. C'est faux, donc vous l'avez quand même appris au premier semestre. Ce n'est pas parce qu'on a une fraction inchangée, une fraction de médicaments sous forme inchangée dans les urines qui va être faible qu'on a forcément une extraction hépatique qui est importante. Et du coup, ça va être contraire à l'item D. Si le coefficient d'extraction hépatique est grand, alors FE sera forcément faible. Ça, c'est vrai pour le coup. Parce que c'est pas parce que vous avez une fraction éliminée sous forme inchangée de l'urine qui est faible que l'extraction hépatique sera importante. Pourquoi? Parce que l'extraction hépatique, c'est... Je me prends tout, l'extraction hépatique, c'est en fait quand votre médicament va arriver directement en premier passage au niveau du foie, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le coefficient d'extraction hépatique, qui est la quantité de médicament qui va être éliminée à l'instant T dans le foie. Sauf que même si on a une FE qui va être faible, on peut très bien avoir un EH faible, c'est juste que notre médicament va devoir passer plusieurs fois dans le foie pour éliminer totalement. C'est compris ou pas? EH, c'est le premier passage. Oui, voilà, l'extraction hépatique, c'est vraiment que le médicament arrive au niveau du foie en premier et qui va être éliminé. Donc, on peut avoir une dose éliminée qui peut être faible, mais pas forcément avoir un effet faible avec. C'est juste que notre médicament passe plusieurs fois. Item E, un patient bien traité est un patient dont les concentrations fluctuent à l'intérieur de l'intervalle thérapeutique. Ça, c'est vrai. Du coup, les réponses vraies étaient B, D, E. Attends, tu veux faire? Ouais. Du coup, QCM2, quels sont les paramètres pharmacocinétiques indépendants de la dose administrée? Ah, ouais, non, du coup, pourquoi? Ah, il y a pas c'est paramètres pharmacocinétiques indépendants. Parce que ou A, le débit. C'est dépendant. Le FU. Essayez de réfléchir sur le fait que est-ce que ça a la même. Ah, c'est une fraction. C'est une fraction. Du coup, c'est la clairance. La clairance. C'est vrai. Enfin, ça dépend pas de la dose. Ça dépend de. Du coup, en fait, ouais, parce que c'est indépendant. Ouais. Si c'est indépendant. Oui, parce qu'elle a dit quoi, du coup, oui, en soi, elle a raison, mais si. Mais si, elle a dit quoi? La clairance. Oui, voilà, c'est ça. La clairance, c'est indépendant. Oui, du coup, c'est vrai. Oui, donc c'est indépendant, du coup, sur le univers, c'est vrai. Parce que. C'est bon. Le KE. Du coup, le KE. MD. Oui. Oui, c'est ça. Et l'air sur la courbe. c'est bon. Ouais, Ah. Oui, ouais, du coup, ouais. Ça, c'est.
Ok, QCM3, QCM3, du coup, vous avez un énoncé énorme. Juste les données importantes, du coup, la fraction libre plasmatique 30%, la dose 400 mg par IV, l'air sous la courbe 2 mg, enfin, fois minute par millilitre. Après, le débit de filtration glomérulaire à 120 ml par minute. Ça, des fois, ils vous le donneront et des fois, ils vous le donneront pas. Donc, il vaut mieux l'apprendre. Et le FE qui est de 50 mg. Donc, A, la clairance plasmatique est égale à 20 ml par minute. Là, c'est bon? Ok. Ouais. Enfin, du coup, ouais, c'est la forme. Pour clairance égale dose divisé par l'air sous la courbe. Donc, on fait 400 divisé par 200. Du coup, c'est bien. Là, du coup, je peux pas. Non, c'est pas bien. La clairance rénale est égale à 26 millilitres. Millilitres par minute. Vous en ça Oui. Non, mais s'il y en a qui n'ont compté pas possibilité, c'était pas vous discuter. Du coup, ouais, c'est millilitres par minute. Millilitres par minute. Donc, par minute, en fait. Comme un item extra. Comme la, ouais, voilà. La clairance, c'est une unité de durée sur une unité de temps. Mais non, là, l'item B, c'est une Ouais, il marque par minute. Du coup, vous avez trouvé quoi après? Ouais. Oui, c'est ça. Du coup, ben, il y a la formule, clairance rénale égale FE fois clairance totale. Et le FE, du coup, on divise 50 par 400, parce que 400, c'est la dose, et 50, c'est le FE. Donc, la quantité de... Puisque le FE est compris entre 0 et Oui, oui, pardon. 50 mg, c'est la quantité de médicaments éliminés dans le. Du coup, pour trouver le FE, on fait juste ben, la proportion par rapport à la dose. Du coup, on divise par 400. C'est bon? La clairance de filtration glomérulaire est de 3,6 ml par minute. C'était faux. Là. Du coup, attendez. Ouais, c'est ça. Du coup, ben, c'est encore la formule pour. On fait le FU fois le débit de filtration glomérulaire. Du coup, c'est. Voilà. C'est bon pour ça? Sachant que la clairance de réabsorption tubaire est de 15 millilitres. Attends. Ouais, 15 millilitres par minute. La clairance de sécrétion tubaire est de 4 millilitres par minute. C'est vrai. La D. Voilà, donc on a la clairance rénale qui est égale à la clairance de filtration glomérulaire plus la clairance de sécrétion tubaire moins la clairance de réabsorption tubaire. Donc, on connaît la clairance rénale totale et on connaît la clairance de filtration glomérulaire, c'était les items d'avant. Et
fait, tu fais un calcul. Voilà, ouais, tu fais l'équation. En fait, c'est une équation où les résoudre. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment souvent le cas, mais c'est vraiment il y a quand même été utilisé. Par exemple, quand on vous donne quelques données, par exemple, on vous donne peut-être 2, et qu'on vous dit ce médicament est sécrété ou ce médicament est réabsorbé. Et plus sécrété que réabsorbé. ça y est. Donc, ouais, voilà, apprenez la formule et après, avec les données, Ah oui, ben, le médicament est plus sécrété que réabsorbé. Voilà, du coup, vu qu'on a calculé ben, ça et ça aux items d'avant, il faut que je vous corrige. Donc, pas de souci. Ok. Système 4. Donc, apparemment, il est court. Donc, bon, voilà, c'est petit détail. On vous dit que sur la courbe, on vous a représenté sur la courbe la première injection. Et par contre, après, on vous dit on répète l'injection 10 fois, mais ça, c'est pas sur la courbe. Voilà, c'est un petit truc à noter. La courbe, alors en gros ici, voilà, on voit qu'il n'y a que la première injection IV bolus, et qu'après, il faut s'imaginer qu'on va le faire 10 fois, donc ça va faire des. Quoi? Ah, on entend mal. Oui, non, je veux dire. Aussi, on entend. On entend très mal. Je sais pas que on entend mal. Donc, pour l'item A, T1,5 égale 7 heures. Vous trouvez? C'est vrai. C'est vrai, hop, graphiquement. On prend la concentration initiale à 40, on divise par 2, ça donne 20, et on voit que c'est à 7 heures. Item B, la clairance est égale à 2,5 litres par heure. C'est faux. Bon. Donc, comme ouais. Ah ouais, alors là, le calcul est un petit peu compliqué. Peut-être plus compliqué ce que vous aurez à l'examen. Je ne pense pas qu'il fasse des QCM qui demandent autant de mémorer autant de formules. C'est juste que peut-être qu'elle puisse séparément d'avant de déjà bon, après, le cas. Bon, si jamais il y a un QCM comme ça qui demande de mélanger plein de formules, bah, vous avez deux méthodes. Soit vous faites toutes les formules séparément, soit vous faites tout d'un coup, comme vous préférez. Mieux séparément. Là, en gros, on a tout mixé d'un coup. Donc, ouais, en gros, normalement, c'était CL, voilà, CL égale 2 fois ALT, et pour trouver l'ALT, on a utilisé celle-là. Et comme on n'avait pas le cas, on a fait d'autres cas, parce qu'on a fait un demi qu'on a trouvé graphiquement. Et voilà. Et je pense pas qu'avec l'examen, il y aura des QCM avec autant de formules mélangées. Mais au cas où. Voilà. Mais au cas où, vous pouvez le faire séparément. Et normalement, voilà, toutes les valeurs tombent bien si le calcul est faisable de tête. Voilà. Ensuite, hop. Le rapport de fluctuation des concentrations est environ égal à exponentielle de 0,4. Alors, ça aussi, pas sûr que vous l'ayez à l'examen, mais comme il y a la formule dans le cours, je me dis pourquoi pas. Faire un petit rappel. Bon, là, pas non plus de difficulté. La formule est dans le cours, c'est exponentielle de K fois taux, pas T, mais taux. Taux, il était donné, c'est 4 heures. K, c'est Ln2 sur Tn1/2. Donc, on fait 0,7 sur 7 fois K, ça donne 0,4. Je ne sais pas si je demanderai cette formule. Je n'ai jamais vu en officiel, mais je rappelle au cas où. La D, donc la concentration. Ouais. La clairance, c'était la question. 5. 5 000 par heure. C'est bon? La concentration moyenne à l'état d'équilibre est de 100 mg par litre. On va répondre. 50. Donc, du coup, pour la calcul. Non? Du coup, pour la calculer, on a notre petite formule du coup.
C'est en gros qui dit que c'est D sur taux. Il disait pas, c'est L. Donc, comment t'as trouvé 50? Attends, je sais pas trop plus dans le calcul. Non, ça fait 50. Là, tu sais, la clairance, je devais calculer à l'item d'avant, taux c'est dans l'énoncé, la c'est dans l'énoncé. Voilà. Vraiment pas de problème. C'est bon? C'est bon. Et dernière question, pour atteindre l'équilibre, il faut 2 injections. Vous savez? Ouais, c'est faux, parce que en plus c'est loin. Là, la petite formule du cours, N est supérieure ou égale à combien de fois divisé sur taux, on applique, on trouve 5 et des brouettes, ça fait, on arrondit à... Par contre, un nombre comme ça, avec 5,6, c'est toujours arrondir à la prise supérieure. Parce que si on fait 5 prix, on sera en dessous. Du coup, on ne pourra pas dire qu'on a l'équilibre. Oui, c'est 5,1, tu vois. Même 5,0. Je peux le faire? Ouais. Donc, tout ça, simple, je vais encore le lancer. C'est dissipé. On est en perfusion IV continue et on a donc une vitesse de perfusion de 120 mg par heure. Vitesse de perfusion, c'est R0. Donc, la clairance d'élimination plasmatique est égale à 15 par heure. Donc, d'accord. Alors, vous avez donc... ah ouais, vous avez le graphique. Donc, on a bien une injection IV en continu, puisqu'on n'a pas directement notre concentration maximale. Et on a donc, à un moment donné, notre concentration stable. C'est quoi la question? Ah, oui. La clairance d'élimination plasmatique est égale à 15 litres par heure. C'est vrai. Pourquoi? Puisque la clairance, on sait qu'elle est égale... non. CSS, donc la concentration stable, elle est égale à RO sur la clairance. Donc, en remasterisant cette formule, on trouve que la clairance, c'est notre vitesse de perfusion divisée par la concentration stable, et ça nous donne bien 15 litres par heure. Ensuite, la demi-vie est égale à 2 heures. Ben là, graphiquement, voilà, clairement, on a donc notre concentration électrique qui est égale à... et qui est égale à 8. Donc, on fait CSS divisé par 2, on reporte en abscisse, et ça nous donne 2 heures. Donc, l'item B est vrai. Son volume de distribution est égal à environ 80 litres. Vrai ou faux, selon vous? Est-ce que vous l'avez fait? Non. Ouais. Oui. Tu peux relancer la conclusion du A? Ouais. Ouais. C'est la vitesse de percussion. C'est ça. Vitesse de perfusion est de 120 mg par heure. Oui. Dans les appels, plutôt, alors les deux, mais les exercices priment quand même plus. Vous aurez de toute façon au moins une courbe avec la pratique. Et oui, une ou deux questions de cours, mais c'est quand même mieux de s'appliquer sur les exercices types. D'habitude, il y a 3 QCM, moi je dirais il y en a un où il pose plutôt du cours et 2, il fait des calculs, non? En général, oui. 3 QCM par cinétique et 1 sur les faisant exprès du main. Enfin, sur les 2 canaux. Par contre, les QCM de cours, c'est beaucoup aussi sur les dépendances. Un tel dépend de ça. Ouais. Par exemple, si on vous augmente ça, il y a des thèmes, ça augmente, ça diminue. Vraiment, c'est vraiment important d'apprendre la dépendance de chaque paramètre. Mais voilà, on a quand même beaucoup d'exercices types avec des graphiques. Est-ce qu'il y a une question sur les médicaments et même des... Alors, que des médicaments que vous êtes censés connaître, tels que la morphine. Je sais que là, il y avait un épisode sur la rifampicine, mais ça, vous l'avez pour S1, vous considérez que vous l'avez appris et que vous vous en souvenez surtout. Mais en général, ils ne vont pas poser des QCM avec des médicaments que vous n'avez jamais vus. Voilà. Divisé par 7, ça fait environ... ah non, c'était pas... C'est 7 x 4 en fait. Donc, vous dites, c'est pas loin de 40 en fait.
En fait, j'ai dit de la merde. Je te pas ce que C'était quoi ton raisonnement? Il est un peu compliqué à faire des textes, mais parce que je n'arrivais plus à trouver des valeurs qui marchaient de texte. Bon, en gros, il n'y aura pas ce genre de calcul à l'examen. C'est juste que bah, nous, on a un peu du mal à trouver des valeurs qui sont assez faciles à calculer. Après, Oui, à l'examen, c'est pas ça. non, moi, je me dis que 7 fois 40, ça faisait 280. Du coup, en gros, on était loin des 80 que vous avez annoncé. Dans tous les cas, en vrai, le résultat, même si vous l'arrondissez, il sera vraiment. Ce que vous avez dans l'item, c'est vraiment super loin de comparer au vrai résultat. Ensuite, item D. Si le médicament est éliminé exclusivement par le rein, donc ça veut dire qu'on a uniquement la clairance rénale qui est égale à la clairance totale, alors on peut affirmer que le médicament est sécrété au niveau tubulaire. Alors, du coup, notre clairance, elle est égale à 15 litres par heure. Et là, on considère donc que notre clairance, c'est égal à la clairance rénale. Donc là, il a mis en millilitres par minute parce que c'est quand même plus facile. Et donc, notre clairance qui est égale à 250 millilitres par minute. Donc, si la clairance est égale à la clairance rénale, ça veut dire que la clairance est égale à cette formule, un peu la peine de le répéter, qui est égale à 250 millilitres par minute. On a forcément une sécrétion tubulaire. Pourquoi? Puisque la clairance de filtration glomérulaire, au maximum, elle peut être égale à 120, puisque la clairance de filtration glomérulaire, c'est FU fois le DFG. Le DFG qui peut être au max chez un patient sain de 120, et le FU, le maximum, c'est 1. Donc, si là, c'est égal à 120 et que le résultat total, c'est 250, on a forcément de la sécrétion tubulaire. C'est comme ça que vous devez interpréter cette formule quand vous avez ce genre de QCM et pas vous dire, bah, en vrai, si on a de la filtration glomérulaire, peut-être qu'on a de la sécrétion tubulaire. Je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que quelqu'un est venu me dire en perm la semaine dernière. Donc, En fait, on ne vous demandera pas de calculer séparément la clairance de sécrétion tubulaire et la clairance de réabsorption tubulaire. Par contre, on vous demandera de dire si est positif, voilà. S'il y en a un qui est sécrété, s'il est réabsorbé et tout. Mais vous aurez toujours au moins 2 paramètres pour le déterminer, bien sûr. Item E, si le médicament est éliminé exclusivement par le rein, encore une fois, on peut affirmer que le médicament n'est pas réabsorbé au niveau tubulaire. Non, bah, c'est surtout qu'on ne peut pas l'affirmer en soi, puisqu'on n'a pas grand-chose en fait, pour nous le dire. Mais on peut uniquement affirmer que la clairance de sécrétion tubulaire moins la clairance de réabsorption tubulaire doit être supérieure à 130 pour qu'encore une fois, le résultat est égal à 250 millilitres par minute. D'accord. Si la clairance de filtration glomérulaire, c'est 120 et que notre résultat total, c'est 250. Tu es d'accord que ça doit être supérieur ou égal à 130 pour que à la fin, ça soit 250. Ah, pardon, je peux te le dire. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de réabsorption tubulaire. Alors, QCM6. Quelqu'un veut le faire ou tu continues? C'était chaud. Ouais, alors, bon, je ne vais pas vous relire encore une fois l'énoncé. Mais donc, on a un graphique qui représente l'évolution de la concentration plasmatique avec une dose de 100 mg toutes les 2 heures. Donc, c'est une administration IV répétée. Item A, cette courbe est caractéristique, mais je l'ai dit, cette courbe est caractéristique d'une administration orale répétée. Ben, à l'allure de la courbe, vous dit direct que c'est faux, exactement. Mais bon, voilà. Item B, 2 administrations sont nécessaires pour arriver à l'état d'équilibre. Là, c'est quelle formule que vous allez utiliser? Exactement. Alors, bon, graphiquement, on a T de 1,5 qui est égal à 1 heure et on a tout qui est égal à 2 heures, qui est encore une fois l'intervalle entre chaque prise. Et donc, N doit être supérieur à 3,3 fois T de 1,5 divisé par taux, à ne jamais oublier le petit taux. Et ça nous donne N supérieur ou égal à 1,65. Encore une fois, on arrondit et ça nous fait bien N égale à 2. Et là, on a un petit commentaire du professeur Châtelu qui vous dit qu'on peut le trouver graphiquement. Moi, perso, je n'ai pas trop compris en fait son explication, mais il nous dit qu'on voit que Cmax 2 est supérieur à 90% de Cmax 3. Donc, ça veut dire qu'en fait, Cmax ici est supérieur à 90% à Cmax 3. Mais je n'ai pas compris en fait ce qu'il nous a dit. Donc, la formule, c'est quand même meilleur à utiliser. Parce que moi, voilà. Moi, je vous le dis juste parce qu'il vous l'a dit, il a fait un petit commentaire, si quelqu'un comprend. Item C, sa clairance d'élimination plasmatique est de 14 litres par heure. C'est vrai. La clairance, encore une fois, c'est ln de 2 fois VD divisé par T de 1,5. Vous voyez qu'on prend quand même toujours à peu près la même formule, mais juste qu'on la modifie pour trouver le paramètre qu'on veut. Et c'est égal donc, à ln de 2 fois donc, notre dose sur CO, puisque VD est égal à la dose divisée par la concentration initiale, divisé par T de 1,5.
Et ça nous donne 0,7 fois 100 divisé par 5 sur 1, et ça nous donne bien 14 litres par heure. Juste. Ouais, voilà. La concentration initiale, vous voyez ici, c'est 5 mg par litre. C'est quoi le 5, oui, c'est ce que je veux dire, c'est la concentration initiale tout à l'heure. C'est 0. Puisqu'en fait, on calcule notre VD, mais vu qu'on ne l'a pas directement, on doit le calculer, c'est égal à dose sur la concentration initiale. Voilà. Item D, la concentration moyenne à l'état d'équilibre, donc C moyen SS, est environ de 6 mg par litre. Alors, hop. Donc, la concentration moyenne à l'équilibre, c'est égal à la dose divisée par taux. Attention, on n'a pas la biodisponibilité puisqu'on est en voie IV. Divisé par la clémence, c'est égal à 100 divisé par 2, donc notre intervalle de prise, divisé par 14, notre clémence. Alors, c'est égal à 3,57 mg par litre. Mais tu voulais faire un commentaire, parce qu'on sait que c'est... Ouais, c'est pas trop faisable de tête. Ouais, c'est pas trop faisable de tête. Mais encore une fois, c'est juste parce que on a quand même un peu du mal à trouver des calculs qui soient faisables de tête. Donc, vraiment, à l'examen, vous n'aurez pas un truc vraiment impossible à faire de tête. Donc, rassurez-vous là-dessus. Et chez un patient avec un volume de distribution supérieur, il faudrait moins de prises pour atteindre l'état d'équilibre. C'est faux. Voilà. Donc, on a notre nombre de prises qui est supérieur ou égal à 3,3 fois T2,5 sur taux. Or, on a notre T2,5 qui est égal à ln de 2 fois BD sur CL. Donc, d'après cette formule, on sait que si le volume de distribution augmente, T2,5 augmente, et donc, N augmente. Je regarde. Ouais. Oui, oui, parce que du coup, si notre T2,5 augmente, notre N va augmenter. Encore une fois, je vous le dis, c'est logique, puisque si notre volume de distribution augmente, ça veut dire qu'on a plus de médicaments à distribuer dans l'organisme, et donc le temps au bout duquel il sera éliminé sera plus long. C'est logique. Le temps au bout duquel on atteint la constance. Non, ça change pas. CSS, c'est indépendant du T2,5. Le temps, la valeur va être indépendante. Après, le temps va augmenter parce que c'est 3,3 T1,5. Et enfin, QCM7, on vous a préparé 2 annales à la fin, petit cadeau. Bon, je ne vous relis pas encore une fois l'énoncé, mais on a une IV bolus avec une dose de 150 mg. La concentration plasmatique n'est plus qu'à 25% de la concentration initiale, donc 0,25 C0, au bout de 1 heure. La quantité éliminée sous forme inchangée dans les urines est de 75 mg. C'est FE. Encore une fois, on ne peut pas avoir un FE qui est égal à 75 mg. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, on doit forcément le convertir pour que la valeur soit entre 0 et 1. Et on a un volume de distribution plasmatique qui est de 6 litres et une fraction libre qui est de 40%. Donc, la clairance rénale est de 140 ml par minute. C'est faux, en effet. Bon, T2,5, c'est égal à 30 minutes. Bon, là, en fait, on a un raisonnement on a un raisonnement qui fait qu'on arrive à trouver le T2,5 et pas par le calcul ni par le graphique. C'est que T2,5 est égal à 30 minutes. Pourquoi? Puisque à 2 T2,5, il ne reste qu'un quart du médicament. Puisqu'on sait qu'au bout de 1 heure, on n'a qu'un quart du médicament qui reste. Donc, grâce à ça, on arrive à déduire que si on a un quart qui disparaît au bout de 1 heure, si on a un quart qui reste au bout d'1 heure, on arrive à se dire que le temps de demi-vie, c'est 30 minutes. Bon, si tu peux expliquer, parce que c'est 1 heure, c'est 2 fois. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que le prof il passe des trucs comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Un cinétique, il le fait. Peut-être. Cinétique, il faut faire quelque chose comme ça. Mais là, Pharmacocinétique. C'est vrai que dire que c'est des fois parce que la clairance rénale, de toute façon, elle est au maximum, c'est 120 minutes. Non, la carence glomérulaire, parce qu'après, tu peux avoir la sécrétion tubulaire qui augmente, vu que la carence rénale, c'est... Ok, donc voilà, du coup, on a cette petite formule, encore une fois, c'est la même everyday life. Et ça nous donne donc 0,7 fois 6 divisé par 30, 0,14 litres par minute. Donc ça, c'est la clairance totale. Et la clairance rénale qui est égale donc à 0,14, donc la clairance totale, fois 75 sur 50. Ça représente la fraction suivante inchangée dans les crédits. Et ça nous donne 70 litres par minute. Oui, alors attention, puisque quand on calcule la clairance, il ne faut pas direct se dire « Ah ben c'est bon,
de toute façon, c'est pas bon, mais il faut vraiment penser que la clairance totale, c'est pas la clairance rénale. C'est vraiment la clairance totale, c'est clairance rénale plus clairance hépatique. Enfin, clairance non rénale, quoi. La clairance de filtration glomérulaire est de 48 millilitres par minute. Bah là, vous avez votre FU et vous avez, vous n'avez pas le DFG, mais en règle générale, quand on ne vous donne pas le DFG, c'est qu'on considère que le patient est sain, et donc c'est égal à 120 millilitres par minute. Donc, clairance filtration glomérulaire, c'est toujours la même formule. La fraction libre fois le DFG, et ça fait 40% de 120, ce qui donne bien 48 millilitres par minute. Vraiment, à retenir le DFG, bon, vous deviez déjà l'apprendre au premier semestre, mais c'est vraiment une valeur à retenir pour surtout ce genre de formule. 40% de 120, ça fait 40% de 120. J'avoue que je ne fais pas de tête, ça. Oui, Ouais, c'est là. là. Vous avez fait 120 divisé par 3, du coup, ça fait. Ça fait 30. Okay. On peut affirmer qu'il n'y a pas de réabsorption au niveau tubulaire. Donc, il n'y aurait pas de moins clairance de réabsorption. Alors, on peut affirmer qu'il y a de la sécrétion car on a notre clairance de filtration glomérulaire qui est inférieure à la clairance rénale, mais on ne peut pas savoir pour la réabsorption. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une clairance rénale qui est quand même plus élevée que la clairance de filtration glomérulaire. Donc, on peut forcément se dire qu'on a de la sécrétion tubulaire, mais on ne peut pas affirmer qu'il y ait de la réabsorption tubulaire. En fait, c'est un peu comme le même QCM de la dernière fois. Si on double la dose, la clairance d'élimination va augmenter. Oui. C'est faux. La clairance, elle est indépendante de la dose. C'était marqué en rouge et surligné en jaune sur mon diapo. Donc oui, la clairance, elle est vraiment indépendante de la dose. Ça, il faut le retenir et le retenir. Mais vraiment, encore une fois, pour vous dire vraiment que les paramètres qui dépendent de la dose, c'est les paramètres qui ont la même unité que la dose, en fait. Les milligrammes, oui. l'unité de masse dans leur... Comme par exemple l'air sous la courbe. Ça dépend bien de la dose. Et par exemple, FU, ça ne peut pas dépendre de la dose, puisque FU n'a même pas d'unité. Ok. Si ce médicament était perfusé au même sujet avec une vitesse de 2,8 mg par minute, la concentration moyenne à l'équilibre serait de 20 mg par litre. Donc là, on a on a une vitesse de perfusion qui est de 2,8 mg par minute. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Donc notre concentration stable, c'est égal bien à la vitesse de perfusion divisée par la clairance. Et notre vitesse de perfusion étant égale à 2,8 et notre clairance à 140, ça nous donne 0,8. C'était pas là où tu m'avais dit qu'il y avait une conversion et j'avais loupé la conversion. Oui, voilà. En fait, il a converti. Alors, attendez. Vous avez le résultat et puis après. Ouais. En fait, il a converti la clairance 0,14. Non, c'est pas ça. Si, mais. Ah. Oui, mais j'ai oui, pas. Ça, en fait, il a juste oui, converti la clairance, mais. Je l'ai mis, oui. Il a converti la clairance et ça nous donne 0,02 mg par minute. Et après, il a reconverti pour faire dans le litre et ça donne 20 mg par litre. Effectivement. Moi, j'avoue, je pourrais pas vous expliquer, j'ai un peu du mal avec les conversions. Et ça va, la A, elle était fausse parce que 140, c'était la clairance totale. Et on cherchait la clairance rénale. Du coup, il fallait multiplier par le. Voilà. C'est bon jusque-là? Pas de questions, pas de perturbations. Du coup, on va passer à un annal de 2013 de Maraîcher. Bon, vous inquiétez pas, on en a pris juste 2 pour vous éviter de vous spoiler lors des révisions. Donc, ça, c'est plutôt du thème de cours. Pour un médicament, oui, du coup, vous ne l'avez pas sur vos. Tu veux faire au pire? Bah, vas-y. Attends, on vous laisse peut-être un peu de temps. Attends. Oh, non, ça, on le fait direct en vrai. Oui. Vas-y. Ouais, vas-y. Du coup, pour un médicament perfusé de façon continue, plus son volume de distribution plasmatique est grand, donc A, plus le temps pour revenir à la concentration et l'état d'équilibre sera long. Alors, de toute façon, j'ai tout mis sur une. Bon, vous allez tout voir d'un coup. C'est Donc, effectivement, la A est vrai. Alors, oui, alors ça vient du fait que le temps, bon, vous avez compris après, mais en gros, c'est parce que c'était 3,3 T1,5 et si VD augmente, T1,5 augmente. Pour la D, plus la proportion de médicaments présente dans le. La proportion présente dans le plasma.
L'état d'équilibre. Ah oui, ok. Ah oui, oui, mais je suis con, hein, oui, mais c'est oui, c'est bon, attends. Oui, forcément, donc c'est vrai parce que c'est en gros, c'est un peu la définition du VD, quoi. C'est quoi la question? Plus le VD augmente, plus le médicament va être distribué dans les tissus et va être moins présent dans le plasma, quoi. Attends, une question. Pourquoi c'est vrai alors qu'on a dit tout à l'heure que CSS est indépendant de VD? C'est indépendant de VD. Il a compris. On a dit ça? Oui, on a dit ça, ouais. Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Non, mais oui, CSS est indépendant, c'est le temps pour parvenir à CSS, c'est différent. C'est pas la même Je chose. l'ai écrit CSS est indépendant, mais le temps pour parvenir à CSS est Ils différent. entendent là, non? Pardon? C'est parce que c'est une proportion de ce qu'on appelle De quoi une proportion? Oui, j'entends. Du coup. Ah oui, ok, c'est bon. Bah, effectivement, en gros, ouais, plus le VD augmente, plus la proportion dans le plasma va être faible. Parce que le VD, en gros, il représente à quel point ton médicament sort dans les tissus. Il est déjà présent. Exactement. Pour la C, plus la sensibilité d'élimination du médicament sera faible. Alors, si, normalement, ça doit changer. Parce que, voilà, K égale CL sur VD. Moi, j'avoue, j'ai pas retenu cette formule, mais je retiens tout le temps la T1,5 égale ln de 2 fois VD sur CL. Et du coup, il fallait savoir que si VD augmente, forcément T1,5 augmente, et du coup, ça va modifier K, parce que K, c'est ln2 sur CL. Mais sinon, cette formule, c'est plus rapide. Mais même si vous ne l'avez pas retenu, il y a moyen de le trouver, quoi. Pour la D, alors, plus la vitesse des perfusions nécessaires pour atteindre des valeurs données de CSS sera grande. Alors, pour ça, il faut se rappeler de la formule. La formule de CSS. La vitesse de... Hein? La formule de CSS. Effectivement. CSS, c'est R0 sur CL. Donc, alors, j'avais pas compris que j'ai modifié leur correction parce que j'avais rien compris de ce qu'ils avaient dit, honnêtement. La correction détaillée, du coup, ça n'a pas trop se casser la tête, c'est que, hop, on voit ça, et ici, VD est carrément pas en jeu parce que R0, c'est indépendant de VD, CL aussi, à savoir CL et VD, c'est indépendant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il faille augmenter R0 pour arriver à la même CSS. Donc, forcément, c'est faux. C'est clair. Et ensuite, voilà, plus la dose de charge permettant d'obtenir CSS sera grande. Ah, ouais. Moi, j'ai une fois, c'est déjà la divisée par VD. Je l'ai pas pensé. Ah, mais si, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que. Et du coup, si on augmente le Non, c'est la dose de charge. Mais en gros, ta dose de charge, en fait, ça, c'est le petit truc que Châtelier, normalement, il nous a fait un petit mail, enfin, quelqu'un a posé une question, il nous a dit que c'est pas parce que forcément que dans une équation, en gros, il y a deux paramètres qui sont de l'autre côté de l'égalité, ça veut dire qu'ils dépendent. Parce qu'en l'occurrence, là, on pourrait croire que du coup, on pourrait écrire CSS égale VD, on pourrait écrire CSS égale dose de charge sur VD. Mais en fait, c'est la CSS, c'est indépendant du VD. En fait, c'est la dose de charge qui dépend du VD. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Et hop, deuxième annale, 2014. Donc là, c'était pour. Ah oui, j'ai pris ça là parce que c'était une administration orale et il n'y avait pas de QCM sur la voie orale. Alors, la valeur du Tmax est d'autant plus faible que la vitesse d'absorption est rapide. Bon, ça, c'est vrai, parce que forcément, si on absorbe vite, on va vite arriver à la concentration maximale. Et, le Tmax, c'est le moment où le phénomène d'élimination du médicament débute. Donc là, c'est que ça va. Non. Non. Une réponse claire? C'est faux. C'est faux, ouais, parce que dès que le médicament commence à être absorbé, il commence à être éliminé. C'est juste que la vitesse d'élimination est inférieure à la vitesse d'absorption. Mais il faut faire attention, il y a quand même toujours de la vitesse d'élimination. On a transformé logarithmique des concentrations plasmatiques en fonction du temps révèle une droite de pente négative. Alors ça, vous l'avez vu en cinétique chimique, c'est... voilà. Je ne sais plus, c'était la formule, c'était... Ouais, c'est du cours, ça. Pas grand-chose à dire dessus. Mais normalement, vous le voyez en cinétique chimique. Oui. L'air sous la courbe des concentrations en fonction du temps est inversement proportionnel au volume de distribution plasmatique. Tout autre paramètre pharmacocinétique égal par ailleurs. Là, elle est un peu compliquée et vous allez voir leur correction. Hop, un peu longue. Mais en gros,
En gros, l'ASC, c'est DOM sur CL. Et encore une fois, moi, je n'ai pas trop. Attends. Mais voilà, moi, en gros, je n'ai pas encore trop compris ce qu'ils ont voulu dire. Mais de manière tout simple, ASC, c'est dose sur CL. La dose et le CL, c'est indépendant du VD. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'ASC soit inversement proportionnel aux d'une distribution plasmatique. Il n'y a aucune raison. Bon, là, en gros, ils vous disent qu'on pourrait remplacer le CL par K fois VD. Mais que le K dépend. C'est un peu bizarre. Moi, je préfère juste me dire que CL, c'est indépendant de VD, c'est indépendant de VD, c'est indépendant de CL, c'est indépendant de la dose, donc ça n'a pas de raison que ça n'est pas. Voilà. Et enfin, la E. Bon, vous l'avez vu, c'était quoi déjà? Bien que sur la courbe, il y a proportionnel au coefficient de biodisponibilité. J'ai rajouté la correction. C'est ce que vous avez fait cette fois-là. Vous avez cette formule et du coup, bah, F. Voilà, c'est fini. Et parlez 2 secondes. Petit QCM de satisfaction, très important.